atteignable. Et si vous ne mettez pas en place le dispositif qu'il faut pour réaliser ces objectifs, le plan peut en souffrir. C'est pour ça que je pense que ça mérite quand même une approche un peu plus inclusive. On a eu une présentation, on n'a pas le plan global. On ne connaît pas les mécanismes de mise en œuvre du plan, comment on va faire pour atteindre certains objectifs. Je pense que dès qu'on l'aura dans les jours qui viennent, on pourra mieux appréhender les choses. Mais en tout cas, les objectifs, comme je le disais tantôt, sont des objectifs atteignables pour la plupart. On peut ramener le déficit budgétaire peut-être pas à 3%, on va en parler. On peut faire de la mobilisation de ressources internes, c'est possible. Là aussi, il faudra qu'on fasse un peu de mitigation parce qu'il y a des risques. On peut aussi insuffler un nouveau souffle à l'économie et inciter à l'emploi. Mais en tout cas, globalement, ce sont des objectifs atteignables, mais il faut qu'on mette en place le dispositif qu'il faut, les mécanismes, l'administration qu'il faut pour pouvoir les atteindre. Donc vous êtes resté sur votre faim? Je ne vais pas dire que je suis resté sur ma faim, mais je pense que nous n'avons pas eu tous les éléments qu'il faut. Ça reste une présentation, un PowerPoint de 33 diapositives. Ce n'est pas suffisant pour avoir tous les éléments. Peut-être que quand on aura tous les éléments, les mécanismes, comment on va faire comment les différentes phases, comment on va les déployer, comment on va mobiliser les ressources internes, comment on va faire de telle sorte qu'on impulse un nouveau souffle à l'économie. Quand on aura tous ces éléments-là, on pourra vraiment se prendre. Mais les objectifs poursuivis ou le but à atteindre, je crois que tout est clair, comme de l'eau de roche. C'est ça, mais il y a des vents contraires aujourd'hui. Il y a des vents contraires. Les vents contraires, c'est que d'abord, on a un resserrement de l'aide internationale concernant le Sénégal. On a un environnement économique mondial assez mitigé parce que avec la guerre en Ukraine, avec les différentes tensions qu'il y a dans le monde, il y a de moins en moins d'aide publique au développement, mais on a aussi nos problèmes en interne. Nos problèmes en interne, c'est est-ce qu'il y a une adhésion au plan? Parce que le plan est globalement assis sur une fiscalité forte. Quand il y a une fiscalité forte comme ça qui attaque la poche des citoyens, il faut avoir l'adhésion pour que les gens puissent y croire. Donc tout ça, ce sont des vents contraires sur lesquels il faudra travailler pour assurer la réussite du plan. Mais 6 000 milliards en 3 ans, pensez-vous que ce soit herculien? En fait, moi, le calcul des 6 000 milliards même me pose problème. En fait, 6 000 milliards, 5 667 milliards j'ai essayé d'arrondir. En deux composants. La première composante, c'est 4 000 et quelques milliards de dépenses qui vont susciter 1062 milliards de fiscalité. Ce n'est pas un bon calcul. On est en train de sommer, d'additionner deux éléments comptables qui ne sont pas les mêmes. Vous parlez de calcul d'épicier, non? Ce n'est même pas un calcul d'épicier, c'est une erreur mathématique. C'est une erreur mathématique parce que quand vous prenez les dépenses du plan et que vous y ajoutez les revenus fiscaux, vous ajoutez deux choses qui ne sont pas les mêmes. En lecture comptable, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on aurait dû faire, c'est dire, s'il n'y avait pas le plan, qu'est-ce qu'on aurait dépensé? Et y rajouter les revenus fiscaux pour dire, voilà les dépenses projetées. On ne peut pas prendre les dépenses projetées et y ajouter les revenus fiscaux. On aurait dû dire, voilà la dépense qu'on aurait faite s'il n'y avait pas le plan, voilà les revenus fiscaux et voilà la dépense, les revenus globaux projetés. Et si on faisait ce calcul exactement, on serait autour de 4 000 milliards. Donc aujourd'hui, moi, ce calcul-là... Mais 5 000 milliards, à votre avis, d'où ça sort? À ce niveau de responsabilité, quand même. C'est pour ça, justement, que ceux qui ont bien regardé les tableaux qui ont été projetés disent qu'il y a un flou et un manque de transparence dans certains chiffrages. À ce niveau de responsabilité? Oui, parce que quand vous regardez par exemple les revenus des cessions d'actifs, on a mis un chiffre global. Il y a plusieurs lignes, les lignes ne sont pas détaillées. Dans une présentation PowerPoint, pour un professionnel, tout ce qui n'est pas chiffré, c'est pas clair dans la tête du présentateur. Il a un chiffre global,
mais il n'a pas le détail. Si vous n'avez pas le détail, c'est parce que vous ne savez pas comment la répartition se fait. Et c'est justement sur un secteur qui est d'une importance capitale. Parce que quand on fait de la cession d'actifs, on doit prendre tous les garanties possibles pour que demain, il n'y ait pas de risque de glissement. Parce que vous avez un terrain, vous le donnez en location sur une certaine période. Au bout de la période, on l'a vu ici au Sénégal, beaucoup d'immeubles qui ont échappé à l'État parce que les contrats n'étaient pas bien verrouillés, parce qu'il n'y a pas eu de surveillance, etc., etc. Donc, il faut qu'on soit un peu plus sérieux dans ce chiffrage et qu'on soit beaucoup plus clair pour ne pas tomber dans l'illusion. Parce que dire que je veux 100 milliards sur ce point, et qu'on a 5 lignes et qu'on ne sait pas comment répartir les 100 milliards sur ces 5 lignes, demain, on peut se retrouver avec 50 milliards sans s'en rendre compte. Et ce manque de rigueur dont vous évoquiez tantôt au plan mathématique, est suffisant pour brûler tout le plan? Non, moi je ne brûlerai pas tout le plan. Je dis que y a le plan, encore une fois, les objectifs sont nobles et sont atteignables à un certain niveau. Je pense qu'il faut le réanalyser. En tout cas, si c'est pas... moi j'attends d'avoir le document définitif carrément. Mais ce que je sais, dans les premières analyses que j'ai faites sur le plan, c'est que le déficit budgétaire ramené à 3%, on ne peut pas l'atteindre sur cette période. Ah bon? Dans les calculs que je fais, je suis autour de 5,5%. Mais 3%, ils ont 3%, c'est du charabia, c'est du charabia. C'est du charabia. Trop ambitieux. Oui. C'est trop ambitieux. Ensuite, dans la... mais 3%, c'est pas irréalisable aussi. Pas dans la période. C'est pas irréalisable, mais pas dans la période. Parce que il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Un plan de redressement se fait dans le temps. Il ne se fait pas tout de suite. On ne peut pas se lever et dire on va faire ça tout de suite. Parce que ça prend du temps, ça demande de l'adhésion, comme je l'ai dit tantôt. Si vous prenez la mobilisation fiscale, on vous détaille les sources de revenus. Et on vous parle du mobile money. Le mobile money, on ne peut pas le déployer tout de suite. Déployer le mobile money tout de suite, c'est faire tout le contraire d'un redressement. C'est impacter de façon très négative les couches les plus vulnérables du pays, parce que c'est eux qui utilisent le mobile money. Si on se met à taxer les téléphones portables, on va impacter les couches les plus vulnérables. Ce sont des jeunes, des gorgorlous qui vendent le téléphone portable un peu partout. Donc si vous mettez des taxes, on vous dit on va relever l'âge d'importation des voitures de 8 à 10 ans. Mais dans le même temps, on vous dit qu'on va relever la valeur douanière, la valeur fiscale des voitures importées de 10%. Où est la bizarrerie alors? La bizarrerie, c'est qu'on dit on va aider le gorgorlo à acquérir une voiture, mais dans le même temps, on va lui demander de payer plus cher pour dédouaner cette voiture. Or, on dit dans l'un des axes les plus importants de la vision 2050, c'est l'industrialisation de notre économie. Vous voulez industrialiser une économie et vous voulez en même temps importer des voitures d'occasion, c'est une contradiction. Donc il y a des ajustements qu'il faut qu'on fasse sur le plan, et nous on réfléchit sur, on va faire une note stratégique d'ailleurs au président de la République pour lui proposer un plan alternatif. Une note stratégique, toujours alternatif au plan actuel. Voilà, avec des objectifs beaucoup plus smart qui permettront quand même de mettre en place un dispositif pour atteindre une partie des objectifs sur la période et en même temps faire de telle sorte que les populations adhèrent à ce plan. Donc ce plan-là pose un problème par rapport aux populations. Mais certains parlent même de répression fiscale. Est-ce que c'est pas aussi un projet en sorcellerie? C'est pas de la répression fiscale, mais c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif parce que c'est construit par des gens qui ne pensent qu'à la fiscalité. Ils n'ont pas une vision portefeuille de l'État. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Si, ils peuvent faire autrement si c'est inclusif. C'est pour ça que je parle d'inclusivité. On ne peut pas, dans un pays, préparer un plan de redressement économique et social
sans impliquer les populations et le secteur privé. Et c'est pas exclusif ça? Non. Non, parce que le secteur privé l'a dit hier, hein, ils ont dit qu'ils n'ont pas été impliqués, on ne leur a pas posé de questions, on ne leur a rien demandé. Donc si vous voulez impulser l'agriculture, impulser l'industrie, accélérer la production sans impliquer les acteurs du service privé, mais vous n'irez nulle part. Parce que regardez toutes les assises qui ont été augmentées sur certaines productions, sur la cigarette, sur beaucoup de choses. Si ces gens-là arrêtent d'investir, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est escompté, on ne l'aura pas. Et le risque est réel. Le risque est réel. L'industriel ne va pas dire je vais arrêter d'investir, mais aucun industriel n'investit pour perdre de l'argent. On dit que on va fiscaliser sans impacter le consommateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque vous allez mettre une taxe sur le mobile money, ça va impacter directement le consommateur parce que la taxe que vous allez mettre, ils vont le répercuter sur le coût. Donc aucun industriel, aucun acteur économique, aucun investisseur ne va mettre de l'argent pour en perdre. Si aujourd'hui ma marge brute c'est 10%, si vous me mettez quelque chose de nouveau qui impacte ma marge brute, je vais augmenter mes coûts pour pouvoir garder ma marge brute. Donc il faut s'attendre quand même à une fluctuation des prix de certaines choses. Automatiquement. Tout ce qui sera taxé sera revu à la hausse. Les coûts seront revus à la hausse. Tout. Mais oui, mais c'est des choses quand même où on pouvait ne pas éviter, parce que en arriver à ces choses choisies pour tirer des dividendes, ça veut dire que ça a été quand même un peu bien pensé. Moi, je pense que la taxe sur le mobile money, on peut le suspendre sur la période et le remplacer par autre chose. Comme quoi? La taxation sur les produits de luxe. C'est-à-dire? Tout ce qui est produit de luxe, la grande joaillerie, les véhicules de luxe, etc. Les bijoux, tout ça. On ne doit pas taxer ce qui est fondamental dans la consommation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des bijoux. Hein? Il y a beaucoup. Regardez tous les qui roulent. Il y a des Lamborghini, on voit des AMG qui roulent au Sénégal tous les jours. Moi, j'ai vu des Tesla dernier cri au Sénégal. Donc, il y a des produits de luxe sur lesquels on peut s'appuyer pour taxer. Et ce sont des gens qui sont en mesure de payer ces taxes-là parce qu'ils ont des moyens. Donc, il faut éviter d'asphyxier le petit consommateur. Il faut éviter de ghoster le petit gorgorlou. Parce que le jeune vendeur de téléphone qu'on va essayer de taxer, il va disparaître, il va rouler sous les radars. Il va utiliser la fraude pour gagner sa vie. Ah, ça peut aussi créer des moyens de voilà, ça crée des moyens, en fait, des tentations de fraude. On veut éviter la fraude et on l'impulse parce qu'on a pris de mauvaises décisions. C'est pour ça que je dis taxer, d'accord, mais taxer de façon ciblée et intelligente. Donc en faisant ça, on peut gagner des revenus endogènes sans pour autant asphyxier les Sénégalais et les pousser à ne pas adhérer. Mais la notion d'urgence quand même brandie pour aboutir à ce plan, vous acquiescez? Non, moi je ne suis pas d'accord avec les urgences en matière d'économie. Ben oui, mais on parle de 4e sous-sol, chiffres falsifiés et tout ça là. C'est un ensemble de choses quand même qui plongent le pays un peu dans une situation assez carabinée qu'on connaît aujourd'hui. Il va falloir sauver les meubles. C'est ce qu'on dit. En matière de communication, les déclarations contre-productives ont l'été. Déclarations contre-productives. C'est-à-dire quand on se lève et qu'on dit que le Sénégal a caché une dette, etc., est-ce que c'est utile de le dire? On le sait. Mais non, mais quand on a choisi de tenir un discours de vérité aussi, c'est une option. C'est quoi un discours de vérité? C'est ça le problème. En matière de management, il n'y a pas de discours de vérité. Il y a quoi? Il y a des objectifs à atteindre et ces objectifs, on les atteint en utilisant les outils qu'il faut. Quand vous dites qu'il y a une dette cachée et que cette déclaration plonge le pays dans un marasme économique,
Vous pensez que cette déclaration coûte cher au Sénégal? C'est la seule chose qui nous a mis dans cette situation. La situation de rupture avec le FMI est due à la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est dû à rien d'autre. Aujourd'hui, vous l'avez entendu hier d'ailleurs, il disait que le FMI a sa part de responsabilité dans cette affaire. Le FMI s'est senti accusé. Le FMI s'est senti accusé parce que le FMI contrôle les comptes publics avant de décaisser. Si on lui dit que le Sénégal l'a roulé dans la farine, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas fait leur job. Donc, maintenant, ils disent, ok, dites-nous comment ça s'est fait. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais ça n'a pas empêché aussi au Sénégal de fonctionner. Hein. D'ailleurs, le souverainisme est presque en marche, même dans ce plan-là. Hein? Le Sénégal ne fonctionne pas, Fabrice. Il n'y a pas de création d'emplois. Le marasme économique est ambiant. Tout le monde se plaint de Kubidorul. Donc, il faut pas qu'on se voile la face. Mais ça ne marche pas. Il n'y a pas d'investissement. Le GTP est à l'arrêt. La consommation est quasiment à l'arrêt. Les gens sont très, très fatigués. Le pays ne marche pas, il ne faut pas qu'on se voile la face. Mais c'est un legs aussi, c'est-à-dire c'est la gestion passée. C'est-à-dire les tenants actuels payent les pots, peut-être qu'ils n'ont pas cassé. Mais les pots qu'ils n'ont pas cassés, c'est eux qui ont demandé à les gérer. Personne ne les a forcés à être au pouvoir. Quand Macky Sall arrivait au pouvoir, il savait que Abdoulaye Wade lui a légué quelque chose. Quand Abdoulaye Wade arrivait au pouvoir, il savait que Abdou Diouf lui a légué quelque chose. Il a accepté le legs, il s'est projeté sur l'avenir. Là, on est en train de nous ramener tous les jours aux 12 dernières années de gestion de Macky Sall. Ce n'est pas l'objectif. Quand vous demandez à prendre le pouvoir, vous devez pouvoir savoir ce que vous allez trouver. En tout cas, au moins en partie. Au moins en partie. On n'arrive pas au pouvoir dans le flou. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à parler de l'héritage. L'héritage, c'est une réalité, mais on doit se projeter maintenant sur l'avenir. Vous demandez à prendre le pouvoir dans une situation où vous dites ceux qui sont là ne travaillent pas bien, ils font de la gabégie, ils sont en train de dilapider les ressources du pays. Ça veut dire que vous savez tout ce qui se passe. Vous connaissez l'état des comptes publics. On dit compte public, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez faire les analyses qu'il faut avant d'arriver au pouvoir. Mais le taux d'endettement quand même qu'ils ont hérité, mais ça coûte les yeux de la tête. Hein? Mais écoutez, le taux d'endettement, si on a pu leur cacher, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien analysé les comptes. Qu'est-ce qui leur a fait découvrir que le taux d'endettement était à 100%? C'est une analyse des comptes. Les comptes ne sont pas apparus entre-temps. Ils étaient là, c'était les mêmes comptes qu'on a analysés. Vous avez une équipe qui aspire à arriver au pouvoir. Il y a des experts en finances publiques, il doit y avoir des ingénieurs en finances, etc., etc. Les gens doivent faire les analyses qu'il faut avant d'arriver. La seule chose qu'on peut ignorer quand on arrive au pouvoir, c'est la trésorerie. Mais pour le reste, on a les lois de finances passées, on a les lois de règlement, on a les rapports financiers. On doit pouvoir appréhender, en tout cas, ce qui nous attend. On ne peut pas arriver au pouvoir comme ça, ex nihilo, et dire je vais commencer à analyser. Ça, Mais oui, mais certains ont agité une idée, c'est-à-dire dans ce plan de redressement, on ne voit pas trop un peu la réduction du train de vie de l'État. Discours de... C'est pas leur objectif. Il a dit clairement, le Premier ministre a dit que nous n'allons pas tomber dans le misérabilisme. Et ça renvoie à quoi, à votre avis? Ça renvoie au fait que nous n'allons pas conduire une Peugeot, on va conduire une Mercedes ou une Audi. Voilà. Et ce discours-là, vous considérez qu'il est... Non, moi je trouve qu'il est irresponsable. C'est un discours irresponsable. Quand on veut faire du redressement, on commence par soi-même. Ils ont parlé de réduction de la taille de l'État, réduction du train de vie de l'État. Mais le train de vie de l'État, il est essentiellement dans le top management. Il n'est pas dans les petites directions. Il est dans le top management, les grands voyages, les frais de mission. Aujourd'hui, on l'a vu, le Premier ministre qui se déplace en jet privé, etc. etc. Mais est-ce que c'est aussi coûteux que ça? Parfois, c'est très coûteux. Un jet privé est très très coûteux et les seuls qui se déplacent en jet privé, ce sont les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, quand il se déplace en jet privé, c'est une ligne
qui est dans son compte de résultat prévisionnel et il sait qu'à la fin de la journée, il aura quand même gagné de l'argent et que ce jet a été utile pour le résultat net. Mais un Premier ministre, c'est peut-être pour les mêmes raisons aussi. Il n'est pas productif. Il n'est pas productif. Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il produit? Quand il va en Chine, il va en observateur, il regarde qu'est-ce qu'il a ramené de Chine. Une entreprise chinoise qui dit qu'il va construire 60 000 logements au Sénégal. Ça, c'est même dangereux, alors qu'il y a des Sénégalais qui savent construire ça. D'ailleurs, il faut qu'on en parle, ces histoires de construction de logements. Pourquoi on veut coûte que coûte qu'il y ait une entreprise qui construit 100 000, 200 000, 300 000 logements? Mais pour régler la question, le problème, le sempiternel problème, il faut laisser toutes les personnes qui peuvent construire même un logement le faire. Il faut une stratégie de morcellement. Est-ce que tu sais que entre les indépendances et aujourd'hui, la SICAP, les HLM, Shelter, SCAT Urbam, tous réunis n'ont pas fait 15 000 logements au Sénégal? Et on veut faire 100 000 logements tout de suite comme ça? Non, il faut dire, ok, voilà le type de logement que je veux faire. Et on s'ouvre, on dit, tous les hommes d'affaires, tous les gens qui ont des moyens, qui peuvent venir construire 1, 2, 3 logements, vous construisez et l'État prend. Mais quand vous prenez une entreprise chinoise, après on dit ce n'est pas du PPP, c'est une entreprise chinoise qui va venir construire et qui va vendre. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et on répète toujours les mêmes erreurs. On prend nos terres, on les vend à des étrangers. Les terres agricoles ne devraient jamais être vendues. Jamais. Jamais. On devrait, si vous prenez... c'est bien de faire appel à l'investissement direct étranger. C'est bien qu'il y ait des gens qui viennent de l'étranger investir dans notre agriculture. Mais il faut que les collectivités territoriales dans lesquels ces investissements se font soient impliqués. Moi, je veux qu'un groupe espagnol vienne à Thiès ou dans une localité de Thiès et fasse des melons, des haricots, etc., etc. Mais je veux que cette société, au moment où elle est créée, parce que les terres appartiennent à la collectivité territoriale, que cette société, qu'on donne 15, 17, 20% de